Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, le 13e colloque international des finances publiques, un événement annuel incontournable qui réunit un panel d'intervenants de haute facture. Pour parler des principales thématiques retenues cette année, nous serons en direct avec le trésorier général du Royaume, Nordine Bensouda. Nous nous intéresserons également à la politique migratoire du Royaume. Elle fait du Royaume une terre d'accueil exceptionnelle où l'intégration passe notamment par l'école. Nous suivrons un reportage où la parole est donnée à des élèves subsahariens qui se sentent comme chez eux. Également au menu de ce journal, cette success story écrite sur les plages d'Essaouira est brillamment distinguée de l'autre côté de l'Atlantique, celle de Boujma-Guidoul. Un windsurfer dont le talent n'a d'égal que sa motivation. Sa planche à voile parcourt le monde et vole la vedette au ténor de la discipline. Bonsoir, Rabat, première escale de ce journal avec le 13e colloque international des finances publiques, un événement annuel incontournable qui réunit un panel d'intervenants de haute facture, des académiciens et des experts nationaux et internationaux. Il est question d'échanger les points de vue et les approches sur les finances publiques. Au cœur des échanges, la fiscalité locale, la bonne gouvernance et les investissements locaux. D'un autre côté, compte tenu du niveau d'endettement, dont d'avancées considérables, mise en œuvre et évaluée au niveau du choix futur. Et pour en parler plus longuement, nous avons avec nous en direct le trésorier général du Royaume, Monsieur Nordine Bensouda. Bonsoir. Nous le disions, la fiscalité locale est l'un des axes majeurs de ce colloque international, vu le rôle majeur qu'elle peut jouer en tant que levier de développement. Mais comment maîtriser la complexité du système fiscal et surtout la faible efficacité de certains impôts ? Il faut avouer que le système fiscal du Maroc, j'entends par là le système fiscal de l'État et des collectivités territoriales, sont liés. Et l'essentiel des ressources fiscales proviennent des finances, enfin de la fiscalité d'État. Et justement, 88% proviennent des impôts transférés, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Donc il a été question de réfléchir comment améliorer aussi bien la fiscalité d'État que la fiscalité territoriale ou la fiscalité locale en essayant de mobiliser les ressources propres. Il y a un travail qui est effectué avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des collectivités locales sur cette question de réforme fiscale locale, conformément donc au nouveau modèle de développement. Et dans un contexte économique marqué par plusieurs mutations sociales, mais également politiques, comment le Maroc peut-il maîtriser ses finances publiques afin de réaliser les impératifs du développement, encore une fois ? Justement, il faut prendre en considération ce qui se passe au niveau international. Donc nous avons le commerce électronique, nous avons des multinationales qui changent de pays. Il faut intégrer cette donne et aussi les évolutions des prix du pétrole et tout le reste. Et donc tout ça doit être intégré parce que ça impacte aussi bien les finances de l'État que les finances des collectivités territoriales. Et quand on en parle des finances locales, il s'agit non seulement des recettes mais également des dépenses. Et ces dépenses doivent être effectuées dans les meilleures conditions. J'entends par là, par exemple, tout ce qui est marché public, en respectant les règles de transparence et en même temps pour participer convenablement à l'égalité des chances de tous les opérateurs économiques. Et donc, comme vous l'avez évoqué, les défis sont de taille, les défis sont énormes et cette journée aura été riche en débats. Mais qu'attendez-vous concrètement de ce colloque international qui vous a réuni aujourd'hui à Rabat ? Donc à l'instar des colloques qui ont été organisés depuis 2007, c'est un espace de réflexion, d'échange entre décideurs politiques, experts, universitaires, les opérateurs économiques. Et cette réflexion de ce qui se passe au niveau international dans le domaine des finances publiques en général et des finances locales nous permet de sortir avec quelques recommandations qui vont servir toutes les politiques publiques qui vont se mettre en place justement pour mettre en œuvre la régionalisation avancée d'un côté et la déconcentration administrative, budgétaire et financière de l'autre, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi dans ses derniers discours, celui du trône et celui de la Révolution du Roi et du Peuple du 20 août 2019. Et tout cela en ayant comme finalité le service du citoyen et d'essayer de réduire les inégalités spatiales et sociales.
Nordine Bensouda, trésorier général du Royaume, vous étiez avec nous en direct depuis Rabat. Merci pour toutes ces précisions. Les relations entre le Maroc et le Guatemala sont très positives et fondées sur l'amitié et la solidarité. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint publié à l'issue de l'entretien du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le vice-président des relations extérieures du Guatemala. S'agissant de la question du Sahara marocain, Luis Fernando Cifuentes a affirmé le soutien de son pays aux efforts du Royaume du Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique pour résoudre ce différend régional. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à cette occasion à féliciter au nom du gouvernement du Guatemala, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le peuple du Maroc pour l'engagement en faveur de la paix, la stabilité et le développement de la région. Je souhaite également faire référence au sujet du Sahara et vous informer que le gouvernement de la République du Guatemala soutient les efforts du Maroc dans la recherche d'une solution politique pour résoudre sa différend régional et considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour atteindre un résultat négocié entre les parties dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale. Et focus à présent sur les relations du Maroc avec ses voisins de l'Afrique subsaharienne, et des relations qui ne cessent de se renforcer grâce notamment à l'exemplarité de la politique migratoire marocaine. Le Maroc est considéré comme une terre d'accueil où la coopération sud-sud prend tout son sens. Nos équipes sont allées à la rencontre de quelques élèves subsahariens vivant au Maroc et vous allez le voir dans ce reportage, ils sont parfaitement intégrés et nombreux sont ceux qui parlent déjà la langue arabe. Yassine Mazi, Samira Asban et Mohamed Etchkar pour le commentaire. À la récréation, les écolières subsahariennes semblent bien intégrées dans le cercle. Elles communiquent sans grande difficulté. Quand je suis arrivée au Maroc, j'ai fait juste quelques semaines, on m'a inscrit à l'école. L'intégration par la scolarisation, cela passe d'abord par l'apprentissage de la langue arabe. Et tellement que j'avais des copines marocaines, je jouais avec tout le monde. Quand ils parlaient, j'écoute et eux, ils m'apprenaient l'arabe. Oui, j'ai appris la langue arabe parce qu'on nous faisait les cours de soir. C'est à partir de là et avec nos voisins marocains et ils m'ont appris aussi l'arabe. On retrouve ces écolières dans une salle de classe. Et là, l'une d'elles nous dit en arabe qu'elle est en 6e à l'école Al-Maghrib Al-Arabi. Des écoliers et des écolières qui n'hésitent pas à passer au tableau avec cependant quelques difficultés à suivre le rythme, chose somme toute normale. Je sais écrire et lire, mais je ne comprends pas toujours ce que je lis. Cette intégration par la scolarisation des enfants des migrants concerne tous les niveaux, à commencer par le préscolaire. Un climat d'affaires qui ne cesse de s'améliorer et une position géographique exceptionnelle. Autant d'atouts économiques dont jouit le Royaume et qui suscitent l'intérêt des investisseurs étrangers. Dans 2 jours, une mission économique luxembourgeoise de haut niveau sera au Maroc. Une mission de prospection pour tirer profit d'un marché à fort potentiel avec des profils très pointus permettant de répondre aux besoins spécifiques des entreprises voulant s'y installer. En préparation de cette mission, une conférence Maroc-Luxembourg s'est tenue avant-hier soir à Luxembourg. Mohamed Etchkar pour le commentaire. Le Maroc présentait en chiffres aux décideurs et opérateurs économiques luxembourgeois à quelques jours seulement de la mission économique d'une 60aine d'investisseurs de ce pays attendus au Maroc dès après-demain. Nous estimons que dans les 2 domaines sur lesquels nous allons focuser cette mission, c'est-à-dire les technologies de l'information et la logistique, le Maroc peut être un partenaire idéal. La mission économique luxembourgeoise sera présidée à un très haut niveau. Elle sera dirigée par le vice-premier ministre et ministre de l'économie. Une mission qui intervient à un moment opportun. À un moment opportun, au moment où
les économies mondiales sont en plein changement et du fait de la stabilité marocaine, qui pourrait être un très bon, donc une très bonne opportunité pour le Luxembourg et les investisseurs européens. Un briefing général sur la situation économique et politique de ce pays que nous allons découvrir avec le grand-duc héritier et le ministre de l'économie luxembourgeois la semaine prochaine. Les participants à cette conférence ont pu avoir une idée claire des opportunités d'investissement qui s'offrent au Maroc et également du poids économique du royaume au plan africain. Cap sur la Tunisie voisine où la date du second tour de la présidentielle n'a pas encore été clairement déterminée. Le scrutin qui opposera le juriste Kais Saïed à l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui aura lieu le 6 ou le 13 octobre. L'instance supérieure indépendante des élections est amenée à trancher avant la fin de cette semaine en fonction des verdicts définitifs prononcés par le tribunal administratif de Tunis. De l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Europe et l'Asie, des centaines de millions d'enfants fortement mobilisés aujourd'hui pour la planète. Une planète où l'urgence climatique se fait de plus en plus grande avec des effets dévastateurs sur les habitants et l'environnement. Les enfants en paient d'ailleurs le prix. 66 millions d'entre eux sont affectés chaque année par des fléaux météorologiques et ce chiffre pourrait atteindre, tenez-vous bien, 175 millions durant les prochaines années. Tous responsables, tous concernés, tous impliqués. On scandait aujourd'hui les enfants dans de gigantesques manifestations à travers le monde. La cause environnementale, justement, c'est l'affaire de tous, car le dérèglement climatique est plus rapide que nous. Cela fait plusieurs mois que le secrétaire général de l'ONU répète cet avertissement. Pour remporter ce combat contre les émissions de gaz à effet de serre, Antonio Guterres a convié les États du monde entier à un sommet exceptionnel à New York. L'événement débutera lundi. Les dirigeants sont appelés à se présenter avec des plans concrets et réalistes et non des discours, précise le secrétaire général de l'ONU qui réclame l'unanimité quant à ce sujet. L'unanimité, la convergence des idées, voilà ce qui manque tout juste au Conseil de sécurité concernant la crise syrienne. L'ONU se déchire effectivement encore une fois sur la question avec un double veto de Moscou et Pékin. La Russie et la Chine ont mis hier soir leur veto à une résolution de l'Allemagne, de la Belgique, du Koweït. La résolution impose en fait un cessez-le-feu immédiat à Idlib. Retour à l'actualité nationale avec d'abord le centenaire de la création de la Ligue aéropostale qui est dignement célébrée. Une exposition d'objets et documents inédits a eu lieu hier à la Bibliothèque nationale du Royaume. Elle raconte différemment l'aéropostale, une aventure humaine qui a inspiré plusieurs écrivains, dont le pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince qui a été dirigé à Tarfaya. Nordin Sabri et Oumé Marabli pour le commentaire. Acheminer le courrier de Toulouse à Dakar en passant par Tarfaya. C'était la mission de l'équipage du pilote Pierre-Georges Latécoère. Une mission qui fera de lui et des membres de son équipage des héros de l'histoire du transport aérien. Une histoire écrite avec leur sang dans les sables du Sahara marocain. Et nous, pilotes marocains, nous devons de continuer à préserver, à valoriser ce patrimoine immatériel qui appartient à l'humanité et qu'aujourd'hui l'humanité entière révère, mais qui est très méconnu ici. Et voilà, il nous semblait un devoir pour nous, Marocains, de mettre ça en valeur et de l'exploiter. Le 31 mars 1919, le sultan Moulay Yousf autorise par Dahir le survol du territoire. Le Maroc joue un rôle primordial dans cette aventure humaine. Une aventure qui reliera les peuples. المغرب دار واحد المجهود كبير باش يدير لي شون دافياسيون فين يحطوا الطيارات ولونتروتيان ولا بروتيكسيون ديال الكوريي protection du courrier, protection de l'équipage et protection du matériel qui est l'avion et l'autorisation d'installer des escales. Le rôle qu'a joué le Maroc a été raconté par Antoine de Saint-Exupéry dans ses ouvrages.
fasciné par le Sahara et les zones subsahariennes, le célèbre auteur français passera de longues années au service de l'Aéropostale. En cette période, il donnera vie au Petit Prince, une œuvre inspirée de cette aventure marocaine. La place du Maroc dans l'histoire de l'aviation n'était pas assez mise en valeur. Donc nous avons fait un petit groupe, et ce petit groupe a évolué, s'est enrichi, et là nous avons, avec cette exposition, vraiment une grande satisfaction de voir la place du Maroc dans l'histoire de l'aviation mondiale reconnue. À l'initiative de l'Aéroclub Royal de Rabat, l'exposition vient commémorer le centenaire de la création de la ligne Aéropostale, matrice du transport aérien. Cette exposition met en valeur la contribution du Royaume au patrimoine immatériel universel. Dans ce portrait, nous allons vous raconter le fabuleux destin de Boujma Ghiloul, un windsurfer professionnel qui ne cesse d'enchaîner plutôt les titres mondiaux dans ce sport à 2 vitesses. Tout commence sur les plages d'Essaouira où Boujma Ghiloul, à leur enfance, arme de patience et de persévérance pour survoler les flots, résister au vent et aller jusqu'au bout de ses rêves. Ses efforts ne tardent pas à porter leurs fruits. L'ultime consécration, il l'arrache à Hawaï devant les ténors de la discipline. Le cœur pour guide, le vent pour compagnon et Essaouira à jamais pour inspiration. Des images signées Hamza Saïh et Amin Nouri sur un commentaire de Myriam Lemissi. On le surnomme enfant de l'eau. Bercé dès son jeune âge par le bruit des vagues et le vent retentissant des Essaouira, Boujma Ghiloul puise sa détermination de sa ville natale. Celui qui fut, il y a quelques années, un simple amateur de sport de glisse est aujourd'hui un windsurfer professionnel. Une success story dont il est le propre auteur. Je me considère chanceux d'avoir vécu et grandi à Essaouira. Je dois à mes parents ce que je suis aujourd'hui. Grâce à leur encouragement, je me suis initié jeune au dépassement de soi. Muni de sa planche à voile, Boujma Ghiloul chevauche avec énergie les vagues puissantes de la cité des Alizés. Avide de sensations extrêmes, il suit le mouvement des marées avant de se lancer à l'assaut des vagues de la baie Atlantique. À 35 ans, ce sportif aguerri au palmarès bien garni a fait ses preuves dans les plus prestigieuses compétitions de la discipline. Un parcours semé d'embûches qu'éclaire pourtant une ambition et une persévérance inaltérables. J'ai commencé dès l'âge de 11 ans avec une planche de fortune en bois. J'ai tout de suite été accroché par la magie de l'eau. Son goût pour l'aventure, sa rigueur et sa discipline ont fait de lui une révélation des sports de glisse. Des années d'exercice qui ont signé son entrée dans la cour des grands du windsurf mondial. Sa plus belle consécration date de 2014, primée alors pour le plus haut saut lors des championnats du windsurf à Hawaï. Un record du monde qui l'a propulsé vers de plus hauts sommets. J'ai vécu cette compétition comme une aventure. C'était l'occasion pour moi de côtoyer de grosses pointures du surf qui étaient mes idoles. Ma participation émanait de ma passion pour le sport. Je ne m'attendais pas à remporter le premier titre. Boujma Ghiloul a plus d'une corde à son arc. Outre la planche à voile qu'il dompte d'un pied de maître, c'est d'une main de Ma'allem que ce natif d'Essaouira fait ressortir les mélodies du Gembri, instrument phare de la musique gnawi, dont il est un fervent passionné. Une histoire qui force respect et admiration. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Méline Laoki pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.